j'en ai parlé. Alors, parce que j'ai fait une dépression postpartum, j'en ai parlé, mais librement, avec mon séroplex, mon machin, etc. etc. N'ayons pas peur de dire qu'on est dans des dépressions postpartum. Pourquoi? Et tu feras l'école toi-même? Alors, oui, ça sera à l'école à la maison. Pourquoi est-ce que tu vas être l'objet d'une enquête? Déjà, plusieurs personnes m'ont dit avoir fait un signalement à l'ASE. Bon, la semaine dernière, j'étais tout seul à Paris. Voilà. J'ai profité. Ça veut dire quoi, j'ai profité? Ouais, l'homme est ressorti en premier, là. Mais ça veut dire quoi, t'as profité d'un macaron Cédric Grolet ou d'autres choses? De 2 macarons. Tu sais, les gens qui sont contre la GPA sont tous des gens qui, s'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, 100% seraient pour la GPA. Ah bon, ce sont souvent des mecs à la masculinité toxique, tu vois. Hein. Bah non, messieurs, on n'a pas besoin de vous, en fait. Et on n'a pas besoin de... Les hommes, tu sais, ils sont prépondérants, vous pouvez pas faire d'enfants sans moi. Ben non. Et c'est les femmes c'est ce qu'on appelle le clan des mères parfaites, là. Alors déjà, quand on dit « je me suis sacrifié pour faire un enfant », bon, excusez-moi, mais si c'est se sacrifier que d'avoir un enfant, faut peut-être changer, faut peut-être pas en faire. Bonjour Ezio. Tu dis bonjour mon cœur. Bonjour Mathieu Séchat. Salut. Mais maintenant je dis plus juste bonjour Mathieu, maintenant c'est bonjour Ezio, bonjour Mathieu. Ouais, je passe toujours en second. C'est vrai? Ouais, je passe toujours en second, puis ça me va très bien. Et ben ça on va en parler certainement. Ouais, Je sais que tu vas nous parler de la charge mentale nouvelle de papa. Tu m'as dit... Clair. Qu'est-ce que tu m'as dit en off à l'instant? J'ai compris ce que voulait dire la charge mentale quand ma sœur m'en parlait. Voilà, et ben on aura l'occasion d'en parler ensemble. Voilà. Mathieu, tu t'es fait connaître, c'était en 2020, rappelez-vous, c'était sur M6, c'était dans L'amour et dans le pré, aux côtés de Karine Le Marchand. Et l'année dernière, moi je t'avais reçu pour la sortie de ton livre, Mon combat pour devenir père, un livre qui retraçait donc ton parcours pour avoir un enfant grâce à la GPA. Aujourd'hui, tu es papa depuis 1 an. D'ailleurs, il a soufflé, bah oui, sa première bougie. Et tu vas nous partager ton quotidien de papa solo, ton combat aussi en tant que militant. Tu vas me dire s'il faut t'appeler militant. Ouais. Tu nous parleras aussi des nombreuses familles que tu as accompagnées dans leur parcours GPA, de tes futurs projets. Et vous allez voir, on a tout un tas de thèmes à aborder ensemble. On va peut-être le donner À ton ami? à mon ami. Allez, avec plaisir, Allez. si tu veux. Allez, mon cœur. Hop là. Voilà. Et c'est que par rapport à l'année dernière, il commence à bouger pas mal, là. Oui, et tu étais. Tu peux le poser sur la table. Hein. Oui, bon, écoute, on s'en fout. Hein. Bah, c'est du gâteau, c'est pas grave. C'est du gâteau. Tu étais le premier à nous recevoir en interview. C'était sa première interview au petit. Je te l'avais promis, donc moi je tiens mes promesses. Mais qui sait, peut-être qu'on fera ça chaque année hein, maintenant, parce que regarde, t'es là l'année d'après. Ouais, exactement. Non, puisqu'il y a toujours des évolutions, tout ça. Donc. Qu'est-ce que ton livre, Mon combat pour devenir père, t'a apporté justement dans ce combat? Bon, alors déjà, première surprise, c'est un best-seller. Oui, j'ai vu. Bravo. C'est-à-dire qu'il est devenu best-seller. On s'y attendait pas. Ma maison d'édition, les éditions Le Duc, ne s'y attendaient pas. Et je trouve qu'un livre qui parle de parentalité solo, de GPA et devienne un best-seller, je trouve qu'on a remporté une belle victoire. Donc déjà, c'est une belle victoire pour toi. Déjà, c'est une belle victoire. Est-ce que c'est pour ça que tu veux l'enregistrer au format audio? Alors, du coup, une autre maison d'édition spécialisée dans les formats audio nous a contactés pour l'enregistrer en audio et je suis ravi. Je ne me rappelle plus du nom du comédien qui va prêter sa voix, un super comédien d'une 30aine d'années qui va raconter cette histoire en audio et je trouve ça génial parce que ça va toucher encore plus de gens et j'en suis ravi. Et tu sors un autre livre le 11 septembre. Et bien du coup, le 11 septembre, la suite, que j'ai terminé d'écrire la semaine dernière. Ouais, bravo. Voilà, je suis content parce que du coup, la charge mentale a un peu baissé aussi. Oui, puis Dieu sait si c'est dur de s'arrêter dans l'écriture d'un ouvrage. Voilà, quand il faut s'arrêter, comment on le termine, etc. Et là, je parle sans langue de bois de ce que c'est qu'être papa seul la première année. Voilà, toutes nos aventures, voilà, nos mésaventures aussi, parce qu'il faut aussi, tu sais, c'est Instagram versus réalité. Ouais. Voilà. Donc, je parle de tout ça et il y a des rigolades. Je pense que je vais tirer quelques larmes aussi. Donc, Alors, tu as aidé plus de 80 familles dans le processus de GPA, tout à fait. donc à devenir parent. Comment t'en es arrivé à aider plus de 80 familles? Est-ce que tu réalises? Eh bien, écoute, oui, surtout qu'il y a à peu près 200, je crois, 200 GPA par an. Donc, je suis quand même pas loin de la moitié, tu vois.
En fait, c'est tout simple. C'est que moi, j'ai eu la chance d'avoir eu un parcours, à part le côté de ma maladie qui a compliqué le parcours, mais sinon, je suis tombé sur les bonnes personnes. Oui. C'est un milieu qui est quand même un milieu spécial, la GPA, qu'on ne maîtrise pas trop. Et, et donc, j'ai eu la chance de tomber sur les bonnes personnes. Donc, je crois que c'est important d'en faire profiter les autres. Et donc, comme j'ai quand même une petite notoriété, notamment sur Instagram, les gens viennent me voir et me demander conseil. Du coup, je les prépare au processus. Je leur explique comment ça va se passer. Je passe un moment avec eux. Et puis, je leur présente aux bonnes personnes. Mais est-ce que tu aides uniquement des couples homo, des couples lesbiens, ou il y a aussi des couples hétéros? Pas du tout. Alors, les couples lesbiens n'ont pas besoin de moi, puisqu'ils ont la PMA qui est autorisée en France. Voilà. Même s'il y a quand même des conditions qui sont un peu aberrantes. Bref, ça, c'est autre chose. C'est principalement des couples homosexuels, mais il y a aussi des couples hétérosexuels. Il ne faut pas oublier qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas porter d'enfants. Et quand on sait que l'envie d'enfant est quelque chose d'irrationnel, tu sais, les gens qui sont contre la GPA sont tous des gens qui, s'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, 100% seraient pour la GPA. Tu penses, t'es sûr? C'est évident. L'envie d'avoir un enfant est irrationnelle. Voilà. Tu dois en entendre, en plus, j'imagine, des histoires, différentes histoires de vie. Depuis que mon histoire a été médiatisée, je remarque qu'il y a de plus en plus de papas solo. Comme si le fait d'avoir médiatisé cette histoire incite les gens à y aller. Du coup, ils me disent, finalement, je ne vais pas attendre de trouver l'homme de ma vie. Parce que tu trouves l'homme de ta vie, c'est pas demain. Et après, tu ne vas pas le faire au bout de 2 mois, si tu veux. Donc, ça va être 3, 4 ans. Donc, ça repousse autant. Et j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de gars qui se lançaient. Et des filles aussi. Ouais. En parlant de jeunes femmes, j'ai envie de te montrer la vidéo de Cynthia. Ouais. Cynthia, j'ai partagé une interview en toute intimité à ses côtés. Elle a fait appel à la PMA. Elle ne voulait pas, tout simplement, attendre d'avoir un homme. Elle disait même qu'elle était un peu dégoûtée par les hommes. Et tu l'as peut-être vu. Et elle voulait avoir un enfant, voilà, toute seule. Voilà, je te montre. Je suis hyper heureuse. C'est un bébé que je fais toute seule. Donc, il n'est pas là par hasard. Et je suis seule, je suis célibataire. Et je me sens pas d'être avec un homme dans ma vie, trop traumatisée par un tas de choses. Et au moment où j'étais presque à renoncer à ce 3e enfant, je découvre qu'il y a la possibilité de faire des enfants toute seule. Alors je sais, ça paraît con, mais il y a 3 ans, je ne le savais pas. La PMA? Exactement, la PMA, donc procréation médicalement assistée, merci. Et je me lance, et puis voilà. Alors, je ne m'y attendais pas, en tout cas pas à ce point-là, mais les commentaires qu'on pouvait lire, les plus acerbes, c'était « tu devrais avoir honte de priver ton enfant d'un père, c'est un choix égoïste, elle ne mérite pas de porter la vie, l'égoïsme à l'état pur, elle a eu besoin d'un homme pour faire, elle n'a pas eu besoin d'un homme pour faire cet enfant, mais elle va priver son enfant de besoin de la présence paternelle. » C'est quelque chose que tu connais. Non, mais c'est juste insupportable. C'est juste insupportable. Moi, je vois une femme qui décide d'avoir un enfant, donc elle n'a pas un enfant par hasard. La moitié des gens tombent enceintes, enfin, voilà. Elle décide, elle en a envie, cet enfant ne manquera de rien, elle est femme et mère dans la peau. Non, cet enfant va être très très heureux, parce qu'il ne va pas y avoir cette espèce d'ambiguïté, d'engueulade avec les mecs. Elle est traumatisée, elle ne veut pas faire vivre ce traumatisme à son enfant, point. C'est sa décision et elle sera là pour son enfant. Non, moi je vois une future mère, future super mère. Ensuite, les gens qui disent... tu n'as pas honte de faire manquer une paternité, etc. Bon, ce sont souvent des mecs à la masculinité toxique, tu vois. Hein, des gens qui ont souvent qui ont raté leur paternité ou qui pensent qu'ils sont... non, messieurs, on n'a pas besoin de vous, en fait. Et on n'a pas besoin de... Les hommes, tu sais, ils sont prépondérants, vous ne pouvez pas faire d'enfants sans moi. Non. En fait, aujourd'hui, les femmes, elles peuvent faire des enfants. Genre l'humanité va s'éteindre. Mais pas du tout. Il faut vous calmer un petit peu avec vos hormones, là. Tu vois. Et moi, je trouve que c'est génial. Est-ce que tu penses un jour, là, je vais revenir à la GPA, que la GPA sera légale en France? C'est pas de mal à veille. Pourquoi? Écoute, à peu près 70% des gens sont pour la GPA en France. Mais il y a ce côté... les gouvernants sont complètement dépositionnés. Bon, on le sait. Hein. Les gouvernants sont dépositionnés par rapport à la population. Regarde la loi
bioéthique qui a été votée pour la fin de vie récemment, ça fait 40 ans qu'on en parle. Tout le monde est d'accord depuis... il a fallu des dizaines d'années pour qu'on arrive à faire voter un truc alors que la France entière le voulait. Bah, la GPA, n'en parlons pas. Je te propose de regarder un extrait vidéo du député et porte-parole du Rassemblement national, Sébastien Chenu, que j'ai reçu en interview chez Zira, qui s'est mis à parler lui-même de la GPA, alors qu'il se disait juste avant donc très favorable au mariage pour tous, et c'est pas un sujet pour lui. Regarde. Moi, je ne suis pas favorable à la GPA. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas favorable à la parentalité. On peut être un très bon parent lorsqu'on est homo. On peut très bien élever ses parents, parfois mieux que des hétéros, parfois moins bien aussi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci avec ça. On peut, lorsqu'on est gay, avoir des enfants. Il y a des millions de gays, ou centaines de milliers de gays qui ont eu des enfants sans la GPA, sans la PMA pour les filles dans nos sociétés. Et je trouve ça banal, finalement, et normal. Mais la GPA, c'est une technique qui est mercantile, qui revêt, en tous les cas, des aspects de la vie sociale qui pose le doigt sur des aspects de la vie sociale qui me heurtent, sur le choix du sexe d'un enfant demain, sur la capacité à louer le ventre d'une femme, qui en général le fait aussi pour des raisons financières. On nous dit toujours qu'il y a une GPA éthique, etc. Ouais, enfin, pour l'instant, c'est souvent quand même des gens friqués qui payent des femmes qui ont besoin de cet argent. C'est Roselyne Bachelot qui m'avait dit « Je serai pour la GPA le jour où une bourgeoise de New York portera l'enfant d'une femme des favelas ». Comment tu souhaites répondre à Sébastien Chenu ? Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a 1000 autres façons d'avoir des enfants. Alors, je veux dire, moi, je suis homosexuel, célibataire, je ne peux pas adopter. Donc, ce monsieur Chenu, que je peux respecter d'ailleurs, au demeurant. Pourquoi tu ne peux pas adopter ? Ah, je suis trop vieux. Et je suis papa solo. D'accord. Donc, c'est pas dans les critères. Voilà. Alors, je peux légalement le faire, mais mon dossier passera pas. Tu le sais ? Oui, bien sûr. Moi, il y a quelques années, j'avais passé l'adoption et si je voulais un nouveau-né, on m'a dit que ça serait un nouveau-né avec particularité. Ça fait chier. Donc, l'adoption, j'avais fait une émission sur Sud Radio avec un professeur. Attends, pardon, avec quelle particularité ? Au handicap. Oui, voilà. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas assez. Mais ouais. C'est-à-dire que quand un couple homo ou une personne homo va faire une demande d'adoption, généralement, ils vont vouloir placer un enfant plus facilement. Alors, handicapé plus facilement à un couple homo. Ça évolue, mais il faut savoir que ça évolue très lentement. Ça dépend des départements, ça dépend voilà, donc des gens que tu as en face. Ensuite, je répondrai quand il dit c'est une chose mercantile. On est en France, l'enfant est aussi quelque chose de mercantile. Moi, tous ces gynécologues qui roulent en Mercedes 600, propriétaires de cliniques, ils facturent beaucoup d'argent à la sécurité sociale. Où c'est que c'est pas mercantile, là ? Ils gagnent de l'argent parce qu'ils accouchent des enfants. Et ils gagnent très très bien leur vie. Donc il y a aussi une marchandisation de l'enfant, si tu vas bien. Sauf que c'est la Sécu, c'est tout. Donc la Sécu paye notre enfant. Aujourd'hui, ça coûte entre 40 et 45 000 euros de faire un enfant sous FIV en France, si tu comptes tous les congés parentaux, les machins, etc., etc. La seule différence, c'est que c'est la Sécu qui banque. Nous, la seule différence, c'est qu'il n'y a pas de la Sécu et c'est à nous de sortir l'argent. Ensuite, on loue le ventre d'une femme. Non, mais est-ce que vous vous imaginez ne rien donner à une dame qui s'arrête 9 mois de travailler, de vivre, qui prend les risques là, de son choix et ne rien lui donner ? Non, mais moi, je ne m'imagine pas ne rien lui donner. Et encore, ce qui lui a été donné, pour moi, n'est pas assez. Donc c'est pour ça que je suis resté en contact avec elle, machin, etc. Et quand il prend l'exemple de Roselyne Bachelot et qui dit « Je serai pour la GPA », comme a dit Roselyne Bachelot, le jour où une femme de New York, une businesswoman de New York, portera un enfant par GPA. Roselyne Bachelot, elle est très, très gentille. On parle, parce qu'elle est dans un monde aussi où ses collègues qui vont dans des GPA très très chers aux États-Unis, effectivement, qui sont à 200 000 euros. On est dans un autre monde. Moi, je ne suis pas du tout dans ces GPA-là. On est dans des GPA qui coûtent autour de 70 000 euros. Hein. Donc 15 000 est reversé à la porteuse, 3 500 à la donneuse d'ovocytes. Moi, ma porteuse de vie est instite. Son mari a une petite entreprise. Ils ont un appartement, 2 voitures. Enfin, tout va bien. Ils n'ont pas attendu la GPA pour vivre. Tu vois ce que je veux dire ? Et ses amis, pareil. En fait, il y a un gap de culture. On essaye d'imaginer la GPA ici sans se mettre dans la culture de la Colombie. En Colombie, la GPA, ce n'est
C'est pas un sujet. C'est pas un sujet, quoi. Faut arrêter. Et ma porteuse de vie est hyper croyante. Elle lit la Bible à ses enfants tous les jours. Donc, elle, ce qu'elle a voulu faire, je le dis dans le livre, elle a voulu faire un cadeau au monde. Voilà. Et elle l'a fait. Et pour le dédommagement, excusez-moi, c'est quand même la moindre des choses. La moindre des choses. J'ai un cadeau d'ailleurs pour toi, c'est un extrait vidéo de Bruno Monro qui parlait de la GPA. Je pense que tu as dû voir certaines de ses déclarations dans les médias. Je te propose de découvrir et d'y répondre. Je suis depuis hier 62e process de GPA que j'aide à enclencher pour d'autres papas. Donc, je suis si tu veux, à l'initiative de 62 futures familles. Dans ma vision, dans mon monde, dans ma vie, Oui. qui n'inclut que moi, un enfant a besoin d'un père et d'une mère. Moi, je n'imagine pas ma vie si j'avais pas eu un équilibre. La féminité, c'est important. La masculinité, c'est important. Le yin et le yang, c'est hyper important. Tu vois, regarde, je vais te donner mon exemple très simple. Oui. Regarde, moi, je suis bisexuel. Donc, j'ai 50% de chance de finir ma vie avec une fille et 50% de chance de finir ma vie avec un garçon. Je me suis toujours dit, si tu finis ta vie avec un garçon, comme je suis contre le mariage gay, je jette pas la pierre, mais je ne le veux pas pour moi, je ne me marierai pas. Et si je dois avoir un enfant, ça sera exclusivement avec une femme. Comment dire? Est-ce que tu trouves ces phrases qui sortent de sa bouche, elles sortent de quelqu'un d'équilibré? C'est pas être équilibré pour toi que de dire ça? Mais je sais pas. Tu peux pas dire, si je suis homo, je suis bi. Si je suis homo, je me marierai pas. Si je suis hétéro, je me marierai. Enfin, soit tu te maries, soit tu te maries pas. Peu importe de ta... Tu peux pas te dire, je suis bisexuel, donc si je suis homo, si je termine avec un homme, je me marierai pas. Mais en fait, ça veut rien dire, ces phrases. C'est... J'ai eu un homme et une femme comme mère et père. Ils sont très gentils, peut-être, ses parents, etc. Je sais pas quoi dire. Il me désarme, ce garçon. Il parlait l'autre jour des drag queens qui ne servaient à rien, qui chantaient qu'en playback. Mais les drag queens, elles expriment autre chose. C'est un spectacle. Elles s'habillent, elles revêtent des anciennes stars mortes, Dalida, tout ça. C'est un spectacle. Pourquoi critiquer un artiste? Il n'y a que sa façon d'être artiste qui est valable, que de chanter, que de machin. Puis excuse-moi, quitter les drag queens, bah, il ressemble à une drag queen, quoi. Il explique qu'il ne veut pas être mis dans une case, qu'il n'a pas envie d'être mis dans la case LGBT. Je vais te montrer un autre extrait vidéo et ça nous amènera sur un autre angle. Tu vas voir. Par contre, c'est un très bon chanteur. Je ne mets personne de côté quand je parle d'un pourcentage de la communauté LGBT. Tu sais qu'entre LGBT, on ne pense pas tous pareil. On n'a pas tous les mêmes opinions. Donc moi, j'exprime mon opinion, c'est mon droit. J'estime que j'ai une apparence LGBT, que j'ai un look LGBT, que j'ai des manières LGBT. Mais je le dis et je le redis, je ne me reconnais pas dans les valeurs LGBT. C'est quoi les valeurs LGBT? Écoute, les LGBT, maintenant... À titre personnel, hein, bien sûr, ça n'engage que moi, mais je trouve que c'est un petit peu devenu un parti politique d'extrême gauche, trop souvent lié à l'extrême gauche. C'est-à-dire que si tu es gay, tu ne peux pas voter à droite, tu ne peux pas avoir des idées de droite, tu dois penser comme eux sur le mariage, sur l'adoption des enfants, etc. LGBT, ce serait comme un parti politique maintenant pour lui d'extrême gauche. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Pas du tout, moi je suis de droite. Mathieu? Moi je suis de droite, c'est très bien. T'es de droite? Droite? Non, pas droite, je suis de droite... modéré. Mais j'ai toujours été comme ça, je l'assume, tout ça. Mais non, mais qu'est-ce qu'il raconte? En fait, je suis ambassadeur depuis 4 ans des fiertés rurales. C'est cette Pride qu'on fait dans les campagnes, à Schönewell. Ça sera le 26 juillet, là. Mais on ne parle jamais de politique. Le maire, je ne sais même pas de quel bord il est. Le président des fiertés rurales, je ne sais même pas de quel bord il est. On ne parle jamais de politique. Jamais. Oui, donc pour toi, l'orientation n'a rien à voir avec la politique. Mais rien à voir, c'est un hors-sujet total. Est-ce que tu constates qu'il y a une recrudescence de déclarations, propos, commentaires sur les réseaux sociaux? Mais bien sûr, depuis l'arrivée de Trump, la parole s'est libérée. L'homme le plus puissant du monde a mis de côté 1 600 000 personnes, en parlant des trans. Hein, il a quand même sorti de la société 1 600 000 personnes. Je veux dire, bientôt, elles ne pourront plus voyager, il ou elle ne pourront plus voyager. On se pose la question sur leur Medicare. Enfin, c'est quelque chose de gravissime. Personne ne bouge, personne ne dit rien. Les Américains sont comme ça. 1 600 000 personnes. Je ne souhaite pas que son enfant, si un jour il a un enfant, soit Monroe, parce que... Transgenre. Transgenre, pardon, excuse-moi.
parce que ça va poser un petit problème. Putain, mais vivons en paix, tout va bien. Et depuis l'arrivée de Trump, oui, il y a une recrudescence de... Les gens se permettent. C'est-à-dire que toi, tu le constates sur tes propres réseaux? Ah, mais carrément. L'agressivité, les menaces, bien sûr. Beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes? Qu'est-ce qu'elles te disent, ces femmes? Elles comprennent rien. J'ai beaucoup de ce qu'on les appelle les féministes, de femmes qui s'octroient le droit de décider à la place d'autres femmes. Tu loues l'utérus, machin, qui ramène en fait la femme à l'utérus. Non mais la femme, c'est pas que ça, en fait. C'est pas que ça. Une femme transgenre, c'est pas que ça. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'on a dans la tête, dans le cœur, dans la vibration. C'est pas ça. C'est pas un... On s'en fout du... En parlant des femmes, tu avais dit j'ai beaucoup de critiques de femmes dans notre précédente interview justement qui me reprochent de prendre le rôle d'une maman. Et j'ai également des critiques d'hommes qui ont échoué dans leur rôle de papa. Quel est le profil de ces hommes, de ces mamans qui te formulent des critiques? Bah alors, c'est les femmes c'est ce qu'on appelle le clan des mères parfaites, là. Tu sais, où elles ont l'impression qu'elles ont la science infuse, qu'il y a qu'elles qui peuvent hormonalement créer des situations idéales pour les enfants. Alors là, elles se posent la question, parce qu'elles ont leur mari qui est peut-être inefficace à la maison, comment quelqu'un comme leur mari pourrait gérer un enfant comme le mien, tu vois. Donc elles transfèrent, elles me disent, toi, c'est pas possible, tu n'y arriveras pas. Et puis des mecs comme son mari, à cette dame, se disent, mais attends, mais moi j'ai ma femme, sans ma femme, je pourrais pas. Donc où est la maman? Combien de fois des mecs m'envoient des trucs? Donc je leur réponds, écoute, c'est pas parce que toi tu es en échec de parentalité que tu dois transférer sur moi, moi tout va bien. C'est ça que tu analyses comme étant des papas qui ont échoué dans leur parentalité en tant que ils n'ont pas échoué, ils sont restés dans le côté traditionnel du papa qui va travailler pour amener l'argent et voilà. Oui, sous-entendu, c'est dans l'ADN, quoi. Ouais, voilà. Voilà, ce serait inscrit dans l'ADN. Il y a une déclaration que tu as dit dans notre précédente interview qui a beaucoup fait réagir, c'est quand tu as dit « j'ai donné la vie ». C'est une déclaration qui n'a pas plu à beaucoup de femmes. On a pu lire alors non, désolé, tu n'as pas donné la vie, Mathieu. Tu n'es pas obligé d'être condescendant envers la gente féminine et le sacrifice fait par les femmes pour mettre au monde des enfants. Ou encore, j'apprécie énormément Mathieu et je soutiens pleinement son projet, mais ses propos sur les femmes me blessent profondément. En tant que femme et mère, je ne me suis jamais sentie supérieure aux hommes. Il faut accepter une réalité, ce sont les femmes qui mettent les enfants au monde. Ce n'est pas un choix que nous avons fait. Il va bien falloir qu'ils l'acceptent. Non mais là, oui, bon, oui, bien sûr. Alors déjà, quand on dit « je me suis sacrifié pour faire un enfant », bon, excusez-moi, mais si c'est se sacrifier que d'avoir un enfant, il faut peut-être changer, faut peut-être pas en faire. Je trouve que c'est dur. Je veux dire, son enfant qui lira ça, j'espère qu'il ne lira jamais ce qu'elle a écrit. C'est la notion du sacrifice. Tu ne te sacrifies pas, tu le fais. Bien sûr que c'est les femmes, mais bien sûr, moi j'aime ma mère profondément, j'ai aimé ma grand-mère profondément. Elle donne la vie, mais je ne suis jamais revenu là-dessus. Quand je dis j'ai donné la vie, c'était par rapport à autre chose. Si on avait pris dans l'intégralité de mon discours, parce qu'on prend toujours des choses, j'ai donné la vie, c'est quand on critiquait le fait que j'avais une maladie et que peut-être mon enfant perdrait son papa plus jeune que d'autres. Et j'ai dit j'ai donné la vie, c'est-à-dire mon enfant existe aujourd'hui, voilà, et qu'il sera heureux même si je meurs plus tôt même si je meurs quand il aura 17-18 ans, il sera quand même heureux de vivre, même s'il a un coup dur. C'est pour ça que j'ai dit j'ai donné la vie, j'ai créé. Oui, mais tu as donné la vie, enfin tu as créé la vie, tu as donné tes paillettes. Bien sûr. Enfin, Elles confondent entre donner la vie et l'accouchement. Je n'ai pas parlé d'accouchement. Oui, Bien oui. sûr que l'accouchement, j'y étais à l'accouchement. J'ai vu le travail, j'ai vu les 9 mois, j'ai tout, je sais. Oui, donc tu n'as pas donné la vie dans ce sens-là, mais tu as contribué à créer cette vie, à donner cette vie. C'est ça que tu veux dire? Mais oui. J'ai fait en sorte que ce projet de GPA, que Ezio existe et qu'il puisse donner après, créer une famille, etc. etc. C'est dans ce sens-là. J'ai jamais voulu prendre la place des femmes. Il n'y a pas plus féministe que moi, et les gens qui me connaissent le savent. Donc tu n'es pas condescendant? Pas du tout. Ça te fait pas que certaines pensent ça? Écoute, oui, parce qu'elles ne me comprennent pas. Mais c'est pas grave. Mais ça te fait pas, Mathieu, de ne pas te sentir compris par le plus grand nombre ou par tous, parce que tu défends quand même un combat qui est difficile médiatiquement. Oui, c'est vrai, tu le sais. Tu sais, là, je viens de faire un podcast qui s'appelle Femmes, qui est un gros podcast qui existe depuis... Enfin, qui est un gros podcast. Je suis le premier garçon qu'elles invitent. Et on a terminé le podcast, qui a duré plus d'1 heure, en me disant, je viens de vivre la dame qui fait ça, là, je viens de vivre un moment exceptionnel. Jamais une maman
n'a parlé comme ça. Et dans l'honnêteté, dans le machin, et je me suis dit, mais j'ai peut-être réussi quelque chose, peut-être que je vais peut-être aussi soulager certaines mamans qui n'osent pas parler par exemple, de dépression postpartum, parce que tu as des mamans qui... Moi, j'en ai parlé, alors, parce que j'ai fait une dépression postpartum, j'en ai parlé, mais librement, avec mon séroplex, mon machin, etc., etc. Donc, on sait aussi, les hommes, parler de choses... et c'est pas pour ça qu'on est condescendant envers les femmes. Mais ça doit pas être évident pour toi, parce que moi, c'est la première fois, par exemple, que j'entends un homme dire « j'ai fait une dépression postpartum ». Ouais. Je ne l'ai jamais entendu avant. Ouais. Alors, tu as 10% des... Donc, j'étais face dans ce podcast femme, c'est une gynécologue. Donc, elle sait, il y a 10% des hommes qui font une dépression postpartum. Et un professeur, un professeur d'hôpital m'a dit, et c'est probablement supérieur pour les papas solos. Moi, j'ai fait une dépression postpartum. Ça ressemble à quoi, une dépression postpartum? Alors déjà, je m'en suis pas rendu compte. C'est mes amis Ouais. Jérôme et Lucille de L'Amour est dans le pré qui m'ont secoué. Et ben, c'est passer mon temps sur mon téléphone avec mon gosse où je donnais le bibi comme ça. C'est dès qu'il pleurait, le mettre dans une salle, dans une pièce et moi partir de la pièce. C'est en fait repousser son enfant, sans le violenter bien sûr, mais repousser son enfant, ne pas accepter sa présence, etc. Quand tu t'en rends compte, c'est terrible. Ça a duré combien de temps? Un bon mois et demi. Un bon mois et demi. Ouais. Bon, ça paraît court, Ah non, mais c'est long à vivre. C'est sans très doute. long. Et imagine pour l'enfant. Parce que plus l'enfant se sent rejeté, plus il est en demande. Donc c'est un cercle vicieux qui grossit, qui grossit, qui grossit. C'est horrible. Je vois déjà les critiques venir. Hein. Peut-être que tu les as déjà eues. En mode, mais comment il ose dire ça? Il l'a voulu, il a fait un enfant par GPA et il ose rejeter son enfant pendant un mois et demi. T'as dû la voir, ça. Bien sûr. Mais là, on va en avoir là, des commentaires, mais c'est la réalité. Tu vois, on ne peut pas mentir, on ne peut pas être toujours en version Instagram. C'est pas possible. Il faut dire les choses. N'ayons pas peur de dire qu'on est dans des dépressions postpartum. Pourquoi? Je t'explique pourquoi je l'ai faite. Parce que quand on est papa solo, et papa aussi, mais surtout papa solo, on a un changement hormonal. C'est-à-dire qu'on a une augmentation de l'ocytocine et une baisse de la testostérone. Et ce combo nous rapproche de l'hormone féminine de mère. Voilà. Donc ce changement hormonal, il perturbe. Et c'est vrai que j'ai pas eu envie de ça pendant plusieurs mois. J'ai pas eu, et j'étais focalisé sur mon petit. C'est terrible, c'est un gros changement hormonal. Et tu l'as pas vu venir, alors, Non. cette dépression postpartum? Non. Par contre, quand on me l'a mis face à moi, je me suis dit, ah ouais. Tu t'en es rendu compte? Ah ouais, et là j'ai dit là. Donc je prends du fait de ma maladie, j'ai une dépression latente, donc je prends du séroplex à 10 mg. Là je suis passé à 20 mg, parce qu'il faut se traiter. Moi je dis, mesdames, si vous avez une dépression postpartum, traitez-vous, allez voir un médecin, traitez-vous, il faut se traiter. Parce que c'est votre enfant qui est en jeu, traitez-vous. Donc faut pas se dire que ça va passer forcément tout seul? Non, mais non, c'est chimique, il faut se traiter. Il faut soigner. C'est chimique, c'est hormonal, chimique, il faut se traiter. Il ne faut pas rejeter. Votre enfant, il a besoin de vous, donc il faut y aller. Et tu l'as senti quand t'en es sorti? Bien sûr. Donc en fait, j'ai pris mon enfant pendant 4 nuits avec moi pour me reconnecter avec lui, le sentir, le rassurer, le machin. On a fait 4 nuits ensemble. Je l'ai reposé après dans sa chambre et quelques jours après, il a fait ses nuits. Ah, c'est marrant ça. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a eu cette reconnexion. Ouais. Il a fait ses nuits, il avait 2 mois et demi. Hop, quelques jours après cette reconnexion. Et depuis, Il est ça va. parfait. Et, enfin, lui, je l'ai vu, hein, nickel. Mais toi, ça va aussi? Parfait. J'ai rebaissé du coup mon séroplex quelques semaines après, petit Ouais. à petit, 15, 10. Et là, je suis... Et tu peux retomber dans une dépression postpartum, ça peut arriver? J'en sais rien. Mais là, moi, ça ne retombera pas là. Ça retombera pas. Non, je suis trop... Ce que je peux faire, c'est un burn-out. Parce que là, je suis arrivé... J'ai tellement beaucoup de projets. Entre l'écriture du prochain livre, l'écriture de la pièce de théâtre, on en reviendra. Et puis mes business, hein, j'ai des entreprises. Que là, j'étais en début de semaine limite burn-out. C'est-à-dire que le matin, je me réveillais en pleurant. Ah, le matin, tu Ouais. pleurais dès que tu te réveillais. Mm. C'est-à-dire parce que tu savais à quoi t'attendre, ce que tu allais affronter aujourd'hui. Et je venais 3 jours à Paris, j'ai dit à mon meilleur ami, à Anthony, je lui ai dit, écoute, tu viens parce que j'ai besoin de toi. C'est bien de le verbaliser. Ouais, C'est super. j'ai besoin de toi, et il s'est occupé du petit pendant 2 jours. Ouais. T'avais besoin d'une petite béquille Ouais, et ça m'a fait un bien fou. pour t'aider. Mm. La charge mentale, c'est quelque chose que tu connaissais Oh là. ou que tu as découvert? Quand on parle de charge mentale, quand les gens nous parlent de charge mentale, ce sont souvent les femmes.
parce que elles ont le foyer, les enfants, leur travail. Et moi, je les admire parce qu'elles ont une capacité à tout gérer de ouf. Et ma sœur me parlait de cette charge mentale. Oui. Et en fait, tu n'as de charge mentale que quand tu y mets quelque chose d'irrationnel, d'amour. Un projet que tu veux pas finir, un dossier que tu veux pas finir, tu le remets au lendemain, c'est pas grave. Ton enfant qui pleure, qui a un problème, tu ne peux pas le remettre au lendemain. C'est ça la charge mentale. C'est-à-dire que quelle que soit ta fatigue, quelle que soit ta truc, tu es obligé de gérer ce qui t'arrive. Obligé. Et il y a des moments, mais tu es au bord de l'épuisement physique, cérébral, et ton enfant pleure et il faut gérer le problème. Mais tu n'en peux plus, toi. C'est ça la charge mentale. Et c'est dur, c'est très très dur. Tu penses que tu aurais la même charge mentale si tu avais eu un compagnon? Bien sûr que non. Parce que ça aurait été partagé? Bien sûr, je n'ai aucun relais. Si, j'ai ma sœur qui quand je pars, là par exemple, j'ai fait des répétitions de théâtre la semaine dernière. J'ai dit, je ne peux pas partir, je suis seul avec mon gosse, je peux pas. Donc je l'ai donné 3 jours à ma sœur, tu vois. Bon. Donc j'ai ma sœur. Mais dans la journée, dans mon quotidien, je n'ai pas à un moment donné, tiens chérie, prends-le 10 minutes, il faut que j'aille aux toilettes. Donc, quand je vais aux toilettes, il faut que je mette mon enfant en sécurité. Quand je vais faire les courses, je ne peux pas laisser à mon chéri, tiens chérie, tu gardes l'enfant, je vais faire 3 courses. Non, il faut que je prenne l'enfant, la poussette, le machin, le caddie, le truc, tout. Je n'ai dans la journée, comme les mamans solo, je veux dire, comme toute parentalité solo, aucun moment, parce que j'ai décidé de ne pas avoir de nounou. Ça, c'est un choix. Pourquoi? Pas de crèche. Parce que alors, côté crèche, là, bientôt, de temps en temps, je le mettrai à la crèche pour qu'il soit baigné avec d'autres enfants, bien sûr, puis surtout pour qu'il chope les maladies, parce qu'il va falloir qu'il prenne la varicelle, qu'il prenne le machin. Pas que je veux qu'il soit malade, mais parce qu'il le faut. Et je ne vais pas me mettre un truc sur le bon coin, cherche enfant avec varicelle, t'imagines? Non, donc il faut que... Voilà. Mais je voulais, cette première année, être seul avec mon enfant, pour construire ce lien très puissant, très fort, qui va garder, perdurer jusqu'où. Mais du coup, j'avais aucun relais. Ouais, aucun relais. C'est dur. Oui, mais j'ai même vu que une fois sur les réseaux sociaux, tu l'as filmé en train de chuter. Enfin, tu étais en train de filmer et il a chuté. Ouais. Et tu as expliqué par la suite que tu étais contre les casques. Oui. Alors ça, c'est mon pédiatre et puis aussi le kiné du petit, parce que quand il était petit, il avait un crâne un peu plat derrière, donc on a fait du kiné, qui m'ont expliqué qu'il ne fallait jamais mettre de casque à un bébé parce que il faut qu'il ait, c'est un peu con à dire, mais il faut qu'il se rende compte qu'à sa première chute, il peut avoir mal pour qu'il ait les réflexes de mettre les mains. Si vous enrobez votre enfant, il n'aura pas trop mal. Par contre, la vraie chute qui va arriver, où il ne va pas mettre les mains, ça peut faire des gros accidents. Voilà. Je ne parle pas du vélo, des patins à roulettes et tout ça. Là, tu mets le casque, bien sûr, mais à la maison. Voilà. Ah, pourquoi il y en a qui mettent des casques à leur enfant à la maison? Mais c'est de ça dont je te parle. Ah ouais? Bien sûr. Mais je savais pas. Bien sûr. Ah, je savais pas. Bien sûr. Pour pas se cogner à la table, pour pas... Il faut laisser vos enfants avoir des petites bosses. Ça s'appelle l'apprentissage. Ah ouais, bah alors là, tu m'apprends quelque chose. Hein. Ouais. De toute façon, toi, tu partages ton quotidien de papa solo sur les réseaux sociaux facilement. Et on va en parler dans quelques instants. Mais en tant qu'homme, parce que là, on parle du papa solo, en tant qu'homme, est-ce que tu t'oublies? Carrément. Et oui, t'as pas de place pour autre chose. Le papa est devenu ma principale personnalité, en fait. Oui, ah, c'est marrant comment tu le dis. Et c'est génial. Ouais. Parce que c'est une aventure incroyable. Moi, le matin, je trépine des pieds en attendant qu'il se réveille. En plus, c'est un lève-tard, il se réveille à 11h, donc ça me saoule. Ah oui, parce que t'as hâte. Mais j'ai hâte. Ouais. Et des fois, je tape des pieds, je fais exprès de faire fort pour qu'il se réveille. J'ai honte de dire ça, mais... Ah, parce que t'as hâte d'avoir sa petite bouille et tout. Oui. Ça en odeur du matin, tout ça, une odeur de lait caillé, parce qu'à 7h, je vais quand même filer un bibi. Enfin, je lui donner le bibi, donc il a sa petite odeur de lait caillé à 10h, 11h. Oui, je comprends. Moi, ça me fait ça avec ma petite Yvette. C'est pas la même. Oui, mais je fais pareil avec mes chiennes aussi. Ah bah voilà, c'est le petit moment du matin où il te sort sa petite tête et il vient te faire des petits bisous parce qu'il vient de se réveiller. Voilà. Moi, avec Ça, ma petite j'adore. chienne, ça me fait ça. Bon, mais moi aussi, avec mes chiennes, j'adore ça.
Et j'aime cette vie de papa. J'aime cette vie de papa. J'aime quand on vient, quand on m'arrête dans la rue. Oh, bonjour Mathieu. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, votre fils. J'aime tout ça. Tout ce que je voyais, que je trouvais ridicule avant, en fait, je suis tombé dans le panneau, mais complet, quoi. Je suis un papa à 800%. Ben oui, mais si tu as un papa à 800%, tu es quand l'homme Mathieu? Combien il reste de pourcentage pour lui? Pas grand-chose. La seule chose que je me suis remis à faire, c'est beaucoup de sport. Ouais. Mais encore une fois, c'est pour lui. C'est-à-dire, c'est pour lui? Eh ben parce que j'ai pris pour 20 ans, là. Ouais. Je le dis, c'est humour, hein. Hashtag humour. Hein. Donc j'ai 50 ans. Ouais. Donc si j'ai 50 ans, il faut qu'à 70 ans, je sois hyper en forme. D'accord. J'ai une maladie qui n'est pas sympa, maladie de cas d'asile, tout ça. Donc je me suis remis à fond, j'ai pris un coach personnel et tout. Et tu fais à la maison? Ouais. Et donc tu fais quoi? Beaucoup de cardio? C'est quoi l'objectif? C'est une sorte de crossfit. C'est quoi? C'est te remettre en forme, perdre du oui, poids? du T'as envie de musclé, quoi? non, pas le poids, je m'en fous, moi. C'est me remuscler. J'ai doublé des cuisses, de me remuscler. Ça faisait des années que je ne faisais plus rien. Bah ça, déjà, tu le fais pour l'homme. Mais pour lui aussi. Et bien, je le fais d'abord pour lui Ouais. et après pour l'homme. D'accord. Je ne suis pas encore en deuxième, dis donc. Et des hommes, est-ce que tu arrives à en rencontrer? Ben, pas beaucoup. Ah, est-ce qu'il t'est Alors- arrivé d'en rencontrer? Et je vais t'expliquer. Déjà, tu n'invites pas n'importe qui à la maison. Ben oui. Il peut s'arriver n'importe quoi. Donc les gens que tu fais venir, tu les connais. Et il n'y en a pas beaucoup. T'es fatigué, t'as pas le temps. Il y a plein de choses, voilà. Bon, la semaine dernière, j'étais tout seul à Paris. Voilà. J'ai profité. Ça veut dire quoi, j'ai profité? L'homme est ressorti en premier, là. Mais ça veut dire quoi? T'as profité d'un macaron Cédric Grolet ou d'autres choses? De 2 macarons, j'ai bien profité. Avec une banana split, super. Mais t'as été abstinent longtemps? Oh, ben ça m'est arrivé de faire 2 mois, hein, oui. 2 mois sans rien faire, 3 mois, bien sûr. Ouais. Bon, certains diraient c'est pas beaucoup. D'autres diraient c'est le bout de la nuit. Bon, moi, j'avais un bon rythme avant. Ouais. Donc, ouais, 3 mois, c'est... Et Mais par contre, ça m'a pas manqué du tout, hein, attention. Ah ben j'entends et je comprends même. Mais ça t'a pas fait bizarre, tu sais, quand t'as dû renouer avec quelqu'un? Si. Ouais. Grave. Grave. C'était perturbant. Du coup, c'est pour ça que je languis de rencontrer l'homme de ma vie, là, en fait. J'ai plus envie de me poser la question, j'ai plus envie d'être sur ces applis qui servent à rien, tu sais. J'ai vraiment envie de... Mais le problème de rencontrer... c'est que je ne peux pas présenter à mon fils tous les 3 mois quelqu'un. Ah bah non. Donc forcément, il va falloir que je sois un petit peu sûr de ces trucs. Et puis, le problème, c'est que les personnes qui arrivent dans mon antre voient un enfant et là, il y a le problème de l'engagement. Oui. Ils disent, merde, il y a un gosse quand même. Hein. Oui. Donc, en fait, ça freine beaucoup. Ouais, ah, tu l'as senti ça. Ah, putain. Tu l'as remarqué. Et ils te connaissent, les personnes que tu rencontres sur les applis? Bah, les 2 seules fois où il y a eu des petites choses sympas, Ouais. où ça allait plus loin, c'est 2 personnes qui ne me connaissaient pas. Qui te connaissaient pas? Ouais. Tu vois que quand même, les gens qui me connaissent, ça détériore la chose un peu. T'as l'impression qu'il y en a qui te contactent ou qui t'écrivent parce qu'ils disent Bien ah sûr. génial, je vais me passer une soirée avec Mathieu. Bien sûr. Bien sûr. Bah, tu le vis, ça aussi. Tu l'as dû le vivre à un moment donné avant. Ah ben moi je suis en couple depuis 10 ans. Oui, mais avant de rencontrer ton homme. J'étais pas connu. Ah oui, bah voilà. Donc vrai. je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Son homme est extraordinaire, il est génial, il est gentil. Non mais c'est vrai, par contre c'est une question que je me suis posée. Je me suis dit, bon je me le souhaite pas, je touche du bois. Ouais. Mais si un jour je suis amené à redevenir célibataire, Bah, c'est comment horrible. savoir? C'est horrible. Bah, tu peux pas. Enfin, tu le sais. Écoute, j'ai 10 fois plus de succès aujourd'hui que j'en avais il y a 5 ans, alors que j'avais 5 ans de moins. Ouais. Donc, c'est bon. Tu comprends bien que ça peut... Tu prends 5 ans dans la gueule et tu as 10 fois plus de succès. Voilà, tu as répondu à la question. Oui, donc toi tu as envie de rencontrer l'amour véritable. Ouais, je me dis que peut-être un étranger. C'est pourquoi? Pour qu'ils te connaissent pas? Ouais. Qui parle pas français? Oui, je m'en fous de ça. Qui t'ait jamais vu à la télé, sur les réseaux? Rien. Et qui soit prêt aussi à s'engager. Oui. Ah oui. Ben oui, mais où tu vas le rencontrer, l'étranger? Je sais pas. Bah là, je pars 2 mois et demi en camping-car. Écoute, peut-être... la France est le pays numéro 1 en tourisme. Alors, je vais m'arrêter dans les campagnes, dans les machins. Des gars qui sont en van, il y en a, tu sais, des aventuriers, des trucs comme ça. Alors, je vais taper la discute. Ah, j'en connais un. Ah ouais? Bastos. Ah oui, mais il est hétéro, lui. Eh oui, mais il est en van. Ouais. Je t'ai entendu J'aime bien ce dire... garçon, en plus.
Je t'ai entendu dire, Mathieu, et ça m'a un petit peu ému. Tu as dit, cette absence d'amour me manque, il y a des soirs dans mon lit, j'ai la gorge serrée. Ouais, plus que la gorge serrée, je pleure. Ouais, à ce point. Ok, donc l'amour te manque vraiment. Oui. Tu sais, quand toute la journée, tu t'occupes de ton enfant, c'est très intense. Surtout que là, maintenant, il commence à crapahuter partout. Il ne marche pas encore, mais là, d'ici 15 jours, ça va, 15 jours, 3 semaines, ça va le faire. Donc, il touche tout. Donc, c'est très intense. Mais c'est très intense aussi parce que maintenant, les échanges sont beaucoup plus profonds avec mon fils. Il y a des câlins, du répondant, des bisous, des rigolades, des fous rires. On danse ensemble. Il adore la musique, donc on fait que danser. Oui, ça devient intéressant. C'est génial, c'est génial. Une fois que tu as éteint la lumière, moi, c'est à partir de ce moment-là, en général, que je commence à travailler. Donc, je me mets dans mon lit, je bosse. Je réponds à mes mails, je crée mes entreprises, mes projets. Je suis dans mon lit, voilà. Je suis seul. D'un coup, cette énergie baisse, tu sais, comme une descente. Et là, je me dis, putain, et je regarde à côté, putain, j'ai un lit qui fait 1m80 quand même, ou 2 mètres même. Il n'y a personne, quoi. J'ai personne à qui dire, chérie, je t'aime. J'ai pas une peau à sentir. Tu vois, à toucher, à personne qui me dit, Mathieu, tout va bien se passer. C'est horrible. Ouais, ça fait 3 ans que ça dure. Hein. Ça doit être lourd parfois. Ouais. Et tout le monde doit te dire, mais de toute façon, tu le rencontreras quand tu t'y attendras le moins. C'est toujours qu'on me dit ça. Mais je suis d'accord qu'on me dise ça. Bien sûr, c'est quand on ne s'entend pas ou quand on me dit toujours ça, mais ça n'arrive pas, quoi. Pourtant, je suis pas trop, enfin, assez intelligent, pas dégoûtant, j'ai bien réussi ma vie, je ne suis pas trop à vivre. Ouais. C'est bizarre, mais j'ai un enfant. Et ça. Ça se décantera, j'en suis sûr. En parlant d'enfant, t'en aimerais un deuxième? Tout seul, non. Tout seul, non. Donc non, il faut qu'il y ait un autre monsieur. Moi, je suis pour faire les choses à 100% très bien. Ouais. Et je serai papa au foyer avec, par exemple, une rente ou quelque chose comme ça. Pourquoi pas? J'ai 5 entreprises. Donc, je ne peux pas gérer 5 entreprises et avoir un deuxième enfant. Je ne peux pas. Oui, tu ne seras pas dans une famille nombreuse. Hein. Ben, en fait, j'embaucherai quelqu'un. Et donc, c'est pas faire les choses à fond. Donc, je me serais occupé d'Ezio à 100%. Et le deuxième, je l'aurais fait garder toute la journée par quelqu'un d'autre. Non, je ne peux pas. Par contre, si je rencontre quelqu'un qui a un enfant déjà, alors là, parfait, ou qui en veut un autre, pas de souci. On y va. Et alors, tu ne cries pas? Non. J'ai appris. Tu as dit, je n'aime pas crier sur mon enfant, mais je suis tenace. Ouais. C'est quoi la différence? Je te raconterai d'ailleurs que j'ai crié la première fois il y a 2 jours. Il y a 2 jours, mais je vais te raconter après. Ah oui, alors même que tu cries sur les personnes qui crient sur ton fils. Oui. Bon. Alors, j'emploie. Alors, c'est marrant parce que j'emploie une technique que j'ai vue récemment dans une émission. Ça s'appelait le time-out. Alors, le time-out, le principe, c'est que quand tu as un conflit, un début de conflit, je te donne un exemple. Il n'aime pas trop les petits pots verts parce que, je ne sais pas, c'est la couleur, ça le dégoûte, j'en sais rien. Donc, il se met en arrière. Pourtant, je sais qu'il veut manger et moi, je veux qu'il mange de tout. Il se met en arrière. Oh, ben mon petit, t'as sommeil, t'as plus faim, viens là, papa, il va aller te donner à la chambre, puis tu vas réfléchir. Donc, je le mets dans sa chambre. Moi, je fais autre chose. 2-3 minutes après, pas plus, hein, je vais le récupérer, je le remets dans la siège. Il mange 2 trucs et il refait pareil. Je refais un time-out, 2 minutes, il revient et il mange tout le pot. C'est marrant, cette technique. C'est génial. Si tu veux, ça empêche. Alors, tu as beaucoup de gens qui pourraient faire. Je crois que dans la Montessori, c'est pas autorisé. Ça. Enfin, je connais pas assez la méthode Montessori avant de me faire critiquer. Je veux pas, mais je crois que certains disent que ça coupe le dialogue, que ça coupe le machin, etc. Moi, je trouve que c'est assez efficace dans le sens où ça évite justement de soit donner trop de place à l'enfant en lui disant, tu sais, il faut peut-être. Voilà. Ça autonomise l'enfant dans lui dire, bah, tu réfléchis à ce que tu as fait. Et ça permet aux parents de ne pas te crier. Donc tout ça se passe, en fait, ça se passe super bien. Super bien. T'es contre, toi, la méthode Montessori en termes d'éducation? Alors, non. Il y a des choses géniales dans Montessori, il y a des choses géniales. Mais comme dans toute méthode, il y a des choses que j'aime moins. Je suis pas totalement sûr que d'adapter l'environnement à l'enfant soit la meilleure façon
de préparer à la vie. La vie dans le monde, c'est pas le monde qui s'adapte à nous. Maintenant, c'est une méthode qui est très douce et qui est tournée sur l'enfant, etc. Voilà, il y a des choses très bien, des choses que j'adhère un petit peu moins. Et puis chacun fait sa méthode, il n'y a pas de souci. Pour la petite anecdote, donc lune rousse, la lune des fraises, il y a 2 jours. Je sais pas, il m'a fait un cirque dans mon Airbnb là, et j'ai crié pour la première fois, mais vraiment. Oh, ça a dû lui faire bizarre. Il m'a regardé, il était dans le lit, mais j'ai crié fort. Il m'a regardé, il s'est mis à pleurer 30 secondes, du coup il s'est endormi. Mais c'était minuit quasiment. Ça faisait depuis 8 heures du soir qu'il me rendait fou. Donc il m'a fait vraiment... Et là j'ai compris les parents qui pouvaient... Il y a des fois tu craques. Mais moi, sauf que j'ai fait quasiment nuit blanche parce que je m'en suis voulu. Après d'avoir crié. T'as gambergé? Et j'ai gambergé en me traitant de mauvais père. Ah, Après, tout le monde m'a dit, mais ça arrive à tout le monde, ça arrive à tout le monde. Même les gens qui te disent que ça leur arrive pas, en fait, ça leur arrive. je te propose qu'on parle un petit peu éducation, on va parler alimentation, on va parler Ouais. écran au Ouais. travers de cette vidéo que Ouais. je vais te montrer. Dans un premier temps, tu verras Caroline, une ancienne participante de Mariée au premier regard, D'accord. qui explique que ses enfants n'ont jamais mangé McDo et ses enfants n'ont jamais mangé de bonbons. Ouais. Et c'est sa conviction et elle l'explique très bien. Ouais. Et d'un autre côté, tu vas découvrir Noémie qui, elle, ne souhaite pas, pour l'instant, elle a eu des jumeaux, des twins, elle ne souhaite pas les mettre face à des écrans. Regarde. Pour moi, la sécurité d'un enfant, ça passe par son alimentation, tu vois. Louis-Gabriel, c'est le grand, Lou Gabriel, ouais, c'est le grand. 6 ans et demi. Ouais. Il a déjà mangé McDo? Non, il sait même pas ce que c'est. Il a déjà mangé un bonbon Haribo? Non, non plus. Jamais. Pourtant, je crois qu'il y en a des véganes, mais non, il a jamais mangé un bonbon Haribo. Après, il a déjà, par exemple, tu vois, s'il y a un anniversaire ou quoi, pour pas qu'il se sente lésé, je vais lui acheter des bonbons bio, vegan, pour compenser un peu. Je suis carrément contre parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes à cause des écrans. Ça crée des crises de colère, des problèmes de langage, de développement de langage et tout. Mais est-ce que si demain je suis débordée toute seule avec mes enfants et que les 2 pleurent en même temps et que je dois, par exemple, m'occuper de faire à manger, ou est-ce que je vais pas leur donner juste le... Ce serait mentir, tu vois. Bien sûr, non mais... je reconnais. Alors, pour le premier témoignage, déjà, cette maman fait ce qu'elle a envie. Elle gère l'éducation de ses enfants. Et puis, en toute honnêteté, moi, j'adore McDo. J'y vais très, très rarement. Pourquoi j'y vais très, très rarement? Parce que chaque fois que j'y vais, j'ai l'impression de m'empoisonner. Mais c'est très bon. Et effectivement, McDo va rapidement arriver à ses enfants quand ils auront 14-15 ans. Donc, effectivement, c'est pas plus mal. Hein, voilà. Les bonbons, c'est pareil. Moi... là, tu as donné à Ezio un petit lu, mais d'habitude, c'est des trucs bio, moi, que j'achète sans sucre, sans machin, sans truc. Je fais très, très attention à ça. Je lui ai donné un petit gâteau aux pépites de chocolat. D'ailleurs, il en a foutu partout. Oui. Mais moi, je fais très, très attention à ce que je lui donne. Ouais. Oui. Très. Donc, et les écrans? Interdiction. Toi, tu as dit avant 3 ans, il me semble. Ouais. Alors, ça sera, j'ai un petit peu menti, parce que ça sera la rentrée scolaire, je ferai sa rentrée scolaire à la maison, à 2 ans et demi, en septembre 2027, puisqu'il regardera 1h30 le matin de dessins animés éducatifs en anglais et 1h30 l'après-midi de dessins animés éducatifs en espagnol. Oui. Pourquoi? Parce que je veux qu'il soit trilingue et qu'on puisse voir sa famille qu'il a portée, qu'il puisse parler l'espagnol avec ses cousins de Colombie. Voilà. Et tu feras l'école toi-même? Alors, oui, ça sera l'école à la maison. Ah, donc tu vas devenir professeur aussi? Jusqu'à ce que je puisse lui faire suivre ces trucs. Et après, j'embaucherai un précepteur, comme on le faisait, ou qu'on continue à le faire dans les campagnes. Voilà. Et puis, il y a tous les cours en ligne avec le CNED. Enfin, c'est très développé aujourd'hui. Mais pourquoi, par contre, tu ne veux pas le mettre à l'école? Alors, déjà, on va beaucoup voyager. Donc, moi, j'ai un apprentissage par le voyage. J'ai la chance de pouvoir le faire, donc je le fais. Tu vois, cette année, on a fait 1 mois en Martinique, 1 mois en Thaïlande, presque 1 semaine à Hong Kong. Le petit, il a quand même... Ah ouais? À moins d'1 an, il a... Son passeport est déjà rempli. Ouais. Alors, il s'en souviendra pas, mais si, les odeurs, les lumières, tu vois, tout ça, ça va lui rappeler les trucs. Et puis, je suis tellement déçu, absolument pas des professeurs, attention, qui font un métier incroyablement difficile aujourd'hui parce qu'on ne leur donne pas les armes pour... on les empêche. Mais de ce qui se passe aujourd'hui à l'école. Enfin, je veux dire, il y a la violence, il y a des surveillantes qui sont assassinées par des gamins de 14 ans. Lui, il va être fils d'homo
Papa solo, tu imagines dans quel... il va en prendre plein la gueule. Tu vois, moi, j'ai pas envie de ça pour mon gosse. Voilà. Je comprends. Voilà. Donc, il ira évidemment dans des centres aérés, et évidemment au contact d'enfants. Dans nos voyages, je vais louer des endroits où il y aura, comme moi, des business nomades, c'est-à-dire des familles qui s'arrêtent 1 ou 2 mois dans des endroits où il y a effectivement des réunions d'enfants. Donc, il ne sera pas sans enfants, ce n'est pas un problème. Il sera suivi par le CNED en termes d'éducation. Et après, au moment, quand il grandira, eh ben, il fera ses choix. Et puis, on fera en fonction de ses choix, mais quand il grandira. Pourquoi je t'ai entendu dire que tu allais certainement être sous le coup d'une enquête de l'aide sociale à l'enfance? Tu as dit avec mon avocate, on est prêt. On me dit de m'attendre à une enquête, même si ça ne mènera nulle part, car je n'ai rien à me reprocher. L'addition des plaintes va forcément mener à une enquête. Pourquoi est-ce que tu vas être l'objet d'une enquête? Pourquoi tu pourrais? Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui me disent « Mais non, mais Mathieu, t'inquiète pas, qui travaillent à l'ASE. » Mais on m'a dit, plusieurs personnes m'ont dit avoir fait un signalement à l'ASE. Mais pourquoi faire des signalements à l'ASE? J'en sais rien. Des gens qui, je sais pas, qui me l'ont dit et qui m'ont envoyé un message. J'ai fait un signalement à l'ASE. Et il y en a même un qui a fait un signalement à la gendarmerie. Alors j'aimerais bien voir. Mais pourquoi faire un signalement à l'ASE pour toi et pas un signalement à l'ASE pour, je sais pas, je te dis une bêtise, Nabila? Je n'en sais rien. Peut-être qu'elle a eu des signalements aussi. Hein. Écoute, moi, j'en sais rien. Du coup, j'en ai parlé à mon avocate, qui est une avocate spécialisée justement dans les familles. Elle me dit, écoute, si tu as un faisceau de signalements, c'est évident que ça déclenchera une enquête, c'est obligatoire, c'est normal. Mais non, ils ne trouveront rien, quoi. Donc c'est pour ça qu'on s'attend peut-être à un moment donné. Ça dérange dès que tu n'es pas cadré dans le... Tu sais, en France, c'est comme ça, c'est pas comme chez les anglo-saxons. Quand tu n'es pas dans une case, la norme, la définition de la norme, c'est quoi? La norme, elle n'existe que s'il y a des exceptions. Si les exceptions n'existent pas, la norme, par définition, elle n'existe pas. D'accord? Hein? Donc laissez les exceptions vivre pour que vous puissiez être, vous, dans la norme. Oui, donc tu es considéré comme une exception pour ceux qui se considèrent dans la norme. Oui, voilà. Mais laissez-les vivre, les exceptions. Et donc c'est ces exceptions-là qui vous définissent comme étant normales. Et eux, donc au travers de leur signalement, estimeraient que tu serais dangereux, mais pourquoi? Parce que tu exposes ton enfant? Il y a ça, exposition de l'enfant. Je ne l'ai jamais montré pendant qu'il pleure, tu vois, par exemple. Exposition. Oui, et puis élevé par un papa, certains confondent. J'ai reçu des messages, oui, vous faites des attouchements à votre enfant. Mais mon gars, t'as rien compris, toi. D'ailleurs, je me pose la question sur la santé mentale des gens qui me disent ça. Oui. Est-ce que c'est pas leur propre transfert de me dire un truc comme ça? Mais en fait, les enquêtes, faudrait leur faire à eux plutôt. M'en parle pas. Non, mais sérieusement. M'en parle pas. Très sérieusement. Ah ouais. Mais il faut dire que sur les réseaux sociaux, tu cartonnes. Ouais. Ah non, mais c'est un truc de fou. Ouais. Moi, je regarde souvent, de toute façon, je tombe souvent sur tes posts. Tu génères plus d'interactions que Nabila sur ton compte Instagram. Ouais. Est-ce que tu le sais? Ouais. C'est un taux d'engagement terrible. Ah, mais c'est terrible. C'est-à-dire que, amusez-vous, hein, allez sur le compte de Mathieu, tapez Mathieu Séchin sur Instagram, tu mets un post, tu as 3400 commentaires. Ouais. J'ai fait une vidéo, j'ai je sais pas combien de commentaires, là, j'ai fait 1 million de vues, alors que j'ai que 277 000 followers. Hein. Tu défoules les passions. Ouais. Pourquoi? Tu déchaînes les passions. Ouais. J'en sais rien, parce que je suis le premier papa solo à assumer complètement le truc. Et les mamans, 93% des gens qui me suivent sont des femmes. Et les mamans adorent me suivre parce qu'elles en ont ras-le-bol des mères parfaites à Instagram. Et moi, je parle pipi caca. Quand ça va pas, ça va pas. Quand ça va, c'est génial. Puis je parle d'amour tout le temps. Tout le temps. J'assume mes placements de produits, je les assume. J'assume gagner très bien ma vie. J'assume tout. Je gagne très bien ma vie, mais je roule avec une bagnole qui a 25 ans, tu vois. Mon pick-up. Donc, ça, je l'ai payé 10 balles. Donc, voilà quoi. C'est ça que les gens aiment bien. Un peu plus de réalité dans ce monde de perception. Bah oui. Puis là, ce matin, quelqu'un qui me dit « Oh, tu devrais pas parler de politique dans ton Instagram. » Je fais « Tu sais, ma chérie, t'es chez moi, là, en fait. Si j'ai envie d'en parler, si j'ai envie de dire que ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, ça va pas du tout, je le dis. Ça va pas. » Voilà. T'as toujours été affirmé comme ça? Toujours. Bah, tu m'as connu, on s'est connus il y a 20 ans. Hein, donc, Ah bah t'avais pas la langue dans ta poche. Hein. Ouais. Déjà, je m'en souviens. Ouais, tu disais tout ce qui te passait par la tête. Déjà.
Ouais. Non, mais t'as pas changé. Ouais. Mais ta casquette de père, t'as affirmé encore plus Ouais. justement ce trait de personnalité. Ouais. Oui, parce que en fait, j'ai envie de tout. Mon fils m'a donné une envie de me battre sur plein de choses, si tu veux. Tu sais, je te l'avais déjà dit, je crois, mais tu as beaucoup de gens qui me disent Mathieu, pour vivre heureux, vis caché. Oui, j'ai vu ça. Oh, ça fait collabo comme truc. Je vais pas vivre caché. Déjà, en 2025, hors de question que je me cache. Bon, je suis papa solo, je suis au moins. Tout va bien dans ma vie. Et puis, on mène pas un combat dans un bunker. Il faut bien qu'il y en ait qui s'en prennent plein la gueule. Des femmes qui me disent ça. Je dis, mais vous vous rendez compte qu'il y a des femmes qui sont mortes pour que tu puisses me dire ça, pour que tu puisses voter, pour que tu puisses exister en tant que femme, que tu puisses avoir la... Des femmes sont mortes au XXe siècle. Tu vas pas me demander, moi, de me cacher. Ça n'a ni queue ni tête. Ni queue ni tête. En vrai. Merci Mathieu pour cette interview. Merci. C'est toujours un plaisir de papoter avec toi. Alors, il y a la pièce de théâtre. Ah oui, alors il y a une pièce de théâtre qu'on a co-créée avec Guillaume Mélanie. Alors Guillaume Mélanie, c'est celui qui écrit les pièces de théâtre pour Amanda Lear, donc Panique au ministère, bien L'argent sûr. de la vieille, puis il en a fait plein d'autres. Mathieu Peralma, qui est un jeune auteur bourré de talent, et puis moi qui vais avoir le rôle principal de la pièce. On a fait notre lecture devant les Lucioles, qui sont des gros producteurs de théâtre, qui ont accepté de produire la pièce. Donc c'était hier. Bravo. Donc c'est très truc. Jouera dans la pièce notamment Julie Arnold, qu'on avait pu voir chez Marc et Sophie. Oui. Voilà, donc qui sera ma belle-mère, qui est une femme extraordinaire. Enfin, une équipe super pour 2026. 2026. Ouais. Eh ben, je viendrai Donc, nouveau t'applaudir. projet avec grand plaisir. Je viendrai t'applaudir et je te lirai également le Oui. 11 septembre prochain au Le travers de nouveau. ton deuxième ouvrage. Et on te retrouve bien sûr sur tes réseaux sociaux, Mathieu. Ton compte Instagram, c'est Mathieu.Séchin. Ton compte TikTok, c'est Mathieu Séchin. Ouais. De toute façon, on tape Mathieu Séchin et on te retrouve de Ouais. partout. Mille merci. Hein. Ben, merci, Vraiment, Sam. mille merci. Merci Merci à de ta vous fidélité. de nous avoir regardés. Bravo pour tout ce que tu fais. Bravo d'être la figure de proue que tu es sur les réseaux sociaux. C'est inspirant et je vais te dire, ça donne de l'espoir, mais vraiment. Et c'est pas un discours de polichinelle. C'est-à-dire même moi qui me pose tout un tas de questions et qui est pas, tu vois, je suis pas couillu comme ça moi par rapport à ces sujets qui divisent sur les réseaux sociaux, mais ça me permet de me, comment t'expliquer, ça me permet d'avoir une certaine projection et de me dire, bah, en Merci, fait t'es hein. là, tu tiens debout quoi, donc Tout va bien. on peut essayer de nous faire taire ou de nous cacher. Ah non, non, Mathieu non, non. il reste là et il se montre. bouge donc, pas. s'il peut le faire, je pourrais peut-être le faire un jour. Oui. Qui sait. Merci de nous avoir regardés. On vous embrasse fort. Bisous. Bye bye.